Bienvenue dans le journal de Vue d'ailleurs. Alors, vuedailleurs.com, vous le savez maintenant, c'est un journal original, inédit, vraiment ouvert sur le monde avec une multitude de rubriques. Actualité, santé, internationale, politique, économie, sociale, que vous vous intéressiez à l'espace ou bien au lever de fonds, il y a tous ces domaines qui sont évoqués. Il y a même une colonne spiritualité, donc c'est vraiment intéressant pour s'inspirer et être au courant de l'actualité. Alors dans cette séquence, nous allons mettre un coup de projecteur sur 3 articles justement qui portent sur des sujets variés et soulignent de manière variée les difficultés que génère l'intolérance. C'est d'actualité. Après le volet international et puis le point sur une actualité française, nous évoquerons également un sujet économique, à savoir le cas de Renault, grand constructeur automobile français en pleine déroute. Et puis on évoquera les moyens de renflouer ce fleuron français. Nous serons avec un très grand patron. Il a dirigé les plus grandes sociétés françaises. Il nous confiera son analyse. C'est Loïc Le Floch-Prigent qui nous donnera son avis. Et puis nous terminerons ce journal par la rubrique culture avec une analyse d'un des plus grands parcs d'attractions et puis d'autres sujets. Mais vous avez à l'image l'un des articles les plus lus cette semaine. Je vous engage à le lire puisqu'il concerne pas moins que la Cour suprême, plus haute instance aux États-Unis dans l'ordre juridique. Eh bien, figurez-vous que cette semaine, la Cour suprême a validé les droits des salariés transgenres aux États-Unis. Alors, de quoi parle-t-on? Eh bien, vous savez que la loi de 1964 pour les droits civiques est extrêmement importante, fondamentale aux États-Unis. C'est un monument du droit américain et de l'administration de Lyndon B. Johnson. Et ce qu'on comprend avec ce verdict qui a fait qui a suscité énormément d'intérêt aux États-Unis, c'est qu'il s'applique également désormais aux discriminations à l'emploi fondées sur les orientations sexuelles et les identités de genre. En quelque sorte, c'est la victoire de la communauté LGBT qui est très nette. La querelle, si on va dans les arguties juridiques, portait sur un passage de l'article 7 de cette loi qui interdit les discriminations liées à la race, à la couleur, à la religion, au sexe ou aux origines nationales. Le texte, en fait, visait les problèmes rencontrés par les femmes sur le marché du travail. Eh bien, la Cour suprême a accordé ce lundi une importante victoire aux salariés transgenres et homosexuels en estimant qu'ils étaient protégés par les mécanismes de lutte contre les discriminations au travail. Retour dans le journal de Vue d'ailleurs qui met en exergue quelques articles que vous pouvez retrouver sur le site avec notamment cette contribution destinée à couvrir l'actualité du Grand Orient de France qui s'intéresse au racisme avec cette actualité. Vous avez suivi comme nous tous l'émotion suscitée aux États-Unis après l'assassinat de George Floyd, cet Américain immobilisé par un policier américain. Et du coup, cet article revient sur l'histoire des États-Unis, un pays qui fut esclavagiste jusqu'en 1864 et qui fait le parallèle ou le contraste, la comparaison entre la situation des États-Unis et en France. Il ne vous a pas échappé que des tensions ont également eu lieu, des tensions importantes en France. Eh bien, l'article et l'auteur dit quant à lui que, au contraire, la France se distingue des États-Unis en mettant en lumière le fait que la République a été fondée dès l'origine sur l'universalisme émancipateur qui a aboli l'esclavage en 1794 et puis il y a cette date importante de 1848 avec le texte de Victor Schœlcher qui abolit l'esclavage. Alors cet article pose des questions. L'émotion doit-elle l'emporter sur la raison? Est-ce que vraiment on avait raison de faire ce parallèle entre la situation actuelle aux États-Unis, la situation en France, l'état des forces policières et les agissements de la police en France? Il est vrai que des actes racistes arrivent en France, il est vrai que certains peuvent être perpétrés par les forces de l'ordre, mais l'article avance qu'il existe en France, au contraire, une longue tradition républicaine. Donc bien sûr, vous ferez votre idée et je vous invite à lire cet article. On fait une petite page de pause avant d'intégrer et d'aborder une nouvelle séance
une séquence plus économique cette fois. Retour sur ce journal de Vue d'ailleurs avec un invité de marque, puisque pour aborder l'actualité économique, nous avons la chance d'être en ligne avec Loïc Le Floch-Prigent. Sans être exhaustive sur son pédigré, je vous rappelle bien sûr les faits d'armes de Loïc Le Floch-Prigent, DG de la société Rhône-Poulenc dont il a assumé la présidence jusqu'en 1986, président directeur général d'Elf Aquitaine. Il a été également président de la SNCF, c'était vers les années 95. Rappelez-vous, Loïc Le Floch-Prigent était directeur de cabinet du ministre de l'Industrie. Sorti de ses ennuis judiciaires, c'est le passé maintenant, Loïc Le Floch-Prigent intervient régulièrement comme consultant et conférencier. Nous sommes très heureux de vous avoir. Bonjour monsieur Le Floch-Prigent. Bonjour, alors, je suis toujours industriel. Très bien, vous êtes toujours industriel. Formidable. Oui, oui. Alors, on va justement parler d'industrie automobile, cette fois avec cette phrase qu'on a retenue lorsque Carlos Ghosn, l'ex-président de Renault, a pris la parole dans cette conférence de presse très attendue, très suivie. Il a dit, bah, disons, depuis que je n'y suis plus, le parcours de Renault, c'est une catastrophe. Alors, certains pensaient que c'était un petit peu exagéré, mais vous, qui savez ce que c'est d'être un président aux commandes d'une grande société, en fait, vous avez fait une contribution sur Vue d'ailleurs pour expliquer que oui, c'est vrai, c'est peut-être lié au charisme de Carlos Ghosn si jusque-là Renault se développait fortement. C'est ça qu'il faut comprendre ? Oui, absolument. C'est-à-dire que lorsqu'on a un président charismatique sur 15 ans, on peut effectivement à un moment en changer. Les présidents vieillissent et il faut du sang neuf, mais on ne peut pas effacer le passé. Et le passé, c'est la capacité de quelqu'un pendant une quinzaine d'années à imaginer le futur et il faut comprendre ce qu'il avait en tête. Or, on n'a pas essayé de savoir ce qu'il avait en tête, on n'est pas allé le voir en prison pour lui dire qu'est-ce que vous aviez en tête, alors qu'on lui avait confié la mission de poursuivre l'alliance entre Nissan, Mitsubishi et Renault et vraisemblablement l'augmenter avec des contributions de Daimler qui commençaient à entrer dans l'association, dans l'alliance, dans Nissan plus exactement, et Fiat Chrysler avec lesquels il avait des discussions. Donc on voit bien qu'il y avait une idée. Et qu'en 2018, lorsqu'il est parti en prison, personne ne lui a demandé quelle était son idée. Et puis on a dit, ben voilà, c'est un malfrat et par conséquent, on enlève tout. On enlève tout et puis on recommence. Ben c'est pas comme ça l'industrie. L'industrie, il faut savoir ce que les dirigeants avaient en tête, ce qui était bon, ce qui était mauvais, comment on peut transformer les idées qu'ils avaient, mais l'industrie ne se fait pas grassroots. Elle se fait à partir d'une histoire, et c'est à partir de cette histoire qu'on peut faire les transformations, mais pas en niant l'histoire. Et c'est vrai que même si le marché des immatriculations partout en Europe, et notamment à cause de ce confinement, bien sûr, plonge littéralement et s'effondre, on remarque quand même que l'action Renault, là, au moment où je vous parle, c'est à 21 €. En 2015, on était à 94 €. Donc, il n'y a quand même pas que le confinement qui est en cause. On a commencé à 70. C'est-à-dire, au départ de Carlos Ghosn, on est à 70. Parce qu'il y avait déjà des problèmes, et les problèmes que Carlos Ghosn avait bien vus et qui le conduisait à aller au Japon pour essayer de les régler. Et donc, il n'a pas eu le temps de le régler puisqu'il est parti directement en prison. Oui, et aujourd'hui où on se parle, ce vendredi, un nouveau DG arrive chez Renault, Lucas Di Meo. Vous lui donnez quelque chose ou avec cette tutelle, l'État, un conseil d'administration, c'est déjà mal engagé d'après vous ? Moi je considère que pour accepter une charge de cette nature dans un état très très compliqué, il faut avoir les mains libres. Or, depuis 6 mois, on lui dit voilà ce que vous devez faire. Vous avez tant d'emplois à supprimer, vous avez des usines à faire. Le plan a l'air d'être fait par monsieur Bruno Le Maire et par les techniciens, les technocrates du ministère. C'est pas comme ça qu'on dirige une entreprise. On dirige une entreprise en confiant les rênes de l'entreprise à quelqu'un
Américains en disant allez-y. Donc la seule manière pour M. Di Meo de s'en sortir, c'est de désobéir à tout ce qui a été dit depuis 6 mois. Alors, mais s'il ne désobéit pas, je pense que l'affaire est pliée et que Renault ne s'en relèvera pas. Alors je vous ai lu sur cet article et s'il vous plaît, c'est pas facile avec Skype, mais n'hésitez pas à regarder votre écran comme quoi on verra votre beau regard de breton. Être industriel, vous écrivez, c'est accepter le risque de ne pas être applaudi. On l'oublie ça, hein. Bah oui, c'est-à-dire que à tous les moments, les industriels doivent prendre des risques. S'ils prennent pas de risques, ils sont pas industriels. Or, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on dit vous prenez des risques, comme si c'était le principe de précaution qui dirigeait l'industrie. Pas du tout. Heureusement, les industriels prennent des risques. Ils ont une vision, ils ont du courage. Alors le courage, ça consiste à dire aux gens qui sont en face, et souvent d'ailleurs à l'administration et au gouvernement qui a une vision à court terme, à moyen terme et long terme, voilà ce qui va se passer, par conséquent voilà ce que je prépare. Et donc j'ai pas arrêté de faire ça et je continue à le faire d'ailleurs. Et c'est vrai, aux États-Unis, c'est ça qui me passionne. Tout à fait. Et souvent on dit aux États-Unis, c'est ça, ils ont le goût du risque. Hein, c'est ce qu'on gagne à faire en France. C'est essentiel. C'est essentiel. Si jamais on n'a pas le goût du risque et qu'on veut être industriel, il faut changer de métier. C'est vrai. Et c'est tout. Si on parle des batteries européennes, elles sont rapidement évoquées dans l'article que j'ai vu d'ailleurs. Là aussi, il y a peut-être une prise de risque, mais ça fait longtemps qu'on attend ça, que des batteries qui marchent européennes. On a fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on a fait en sorte qu'il n'y ait pas de batterie en France. Alors donc ça a bien marché et en Europe en général. Bon, et puis les gens qui faisaient de l'électrochimie, j'ai été à la tête de l'électrochimie française pendant un certain nombre d'années. On leur disait non, c'est pas bon. Et donc tous ces gens-là ont déposé des brevets, ont fait des recherches dans lesquelles les Asiatiques se sont gaufrés, goinfrés. Et donc c'est grâce à ça qu'il y a aujourd'hui des batteries qui marchent, mais malheureusement ces batteries marchent à partir de métaux rares, et si jamais on augmente de façon très importante la production de batteries, on va avoir des problèmes. Donc il faut retrouver la logique fondamentale des batteries, c'est-à-dire être sur des métaux classiques. C'est-à-dire que si jamais vous avez trop de terres rares, trop de cobalt, trop de lithium, vous allez avoir des problèmes d'approvisionnement et de prix. Par contre, si jamais vous travaillez avec du zinc, eh bien même du nickel, ce sera plus facile parce qu'il existe beaucoup de zinc et de nickel dans le monde. Donc c'est ça le sujet. C'est ça le sujet sur lequel on est, et c'est pas un sujet facile. Contrairement à ce que visiblement les pouvoirs publics pensent, c'est-à-dire qu'il suffit de mettre de l'argent et tout va bien, on va trouver des batteries, on va trouver des batteries, il suffit de quelques milliards et puis voilà, on est bon. Non, si jamais on fait exactement la même chose que les Chinois et les Coréens, là on va perdre de l'argent. Et si jamais on ne fait rien, et qu'on dit on fait le véhicule électrique, eh bien on crée des emplois à Séoul et à Pékin au lieu de les créer en France. Voilà, c'est comme ça que le problème se pose. Très bien. Loïc Le Floch-Prigent, merci d'avoir été avec nous. On voit que les batteries de Loïc Le Floch-Prigent, elles marchent à fond, ils carburent. Merci beaucoup pour cet entretien et très bonne journée à tous. Merci de votre attention. Retour sur le plateau du JT de Vue d'ailleurs, et puis c'est le déconfinement. On espère que le plus dur est derrière nous. C'est donc la séquence champagne. Bonjour Aude Kersulek, vous êtes avec nous. Aude est, comme vous le savez, chroniqueuse, journaliste, et on va faire un point ensemble sur ce champagne. Alors, c'est un secteur extrêmement essentiel à l'économie française, plutôt situé dans l'est de la France. Vous nous en parlez, Aude, parce que est-ce qu'on peut mesurer l'impact de la crise qu'a traversé tant bien que mal ce secteur du champagne? D'abord une crise, oui, parce que les lieux d'achat étaient bien souvent fermés, les bars, les discothèques, les restaurants où on en consomme beaucoup, les mariages, les cocktails ont été reportés, les aéroports vidés, donc pas de zone de duty free. La distribution de champagne a été grandement impactée. Il y avait les magasins, les grandes surfaces d'ouvertes, mais en général c'est pas le type d'alcool qu'on achète le plus dans ces commerces-là. En plus de ça, il y a une internationalisation de la crise. Ça a commencé
commencé en Asie, ça s'est déplacé en Europe et maintenant aux États-Unis. Les États-Unis, c'est l'importateur numéro 1 de champagne, de notre champagne français. On a une baisse des ventes qui a atteint moins 80% en mars-avril, donc c'est énorme, mais a été un peu mieux, moins 40%. On attend aussi juin avec impatience. Mais ce qu'on dit, c'est que ce qui n'a pas été bu, ça va être difficilement rattrapable quand même. En règle générale, en une année, la France vend 300 millions de bouteilles, alors à la fois pour son marché et en grande partie aussi à l'export. Et bien là, il pourrait y avoir une baisse de 100 millions de bouteilles, ce qui ferait 1,7 milliard d'euros de chiffre d'affaires en moins. Alors j'imagine que les entreprises essayent de prendre des mesures, de se réorganiser. Comment le secteur peut-il réagir ? D'abord, elle a bénéficié des mesures de soutien, des mesures financières, les prêts garantis par l'État, le chômage partiel. Il y a aussi des mesures spécifiques qui ont été demandées par le secteur, comme un décalage dans le paiement des vendanges aux négociants, donc le raisin qui va être payé plus tard. Mais face à ça, les producteurs vont aussi adapter leur production. Ils vont continuer de récolter, parce qu'évidemment, sinon le raisin est perdu. Les vendanges vont commencer vers la fin août. Mais le raisin sera conservé plus longtemps et en plus grande quantité avant d'être mis en bouteille. Donc le but, ça va être de moins produire. En fait, un peu comme sur le marché du pétrole, on a des stocks qui ont énormément augmenté. Le but, c'est pas de les déstocker et de les brader, parce que c'est pas ce que les négociants veulent. Donc on va adapter peu à peu la production. Le comité Champagne, qui est l'organisation représentative des professions de la filière, le dit. Alors, il ne faut pas que les prix soient cassés. Ce comité se bat pour qu'il n'y ait pas de bouteilles par exemple à moins de 10 € dans la grande distribution en période de promotion, parce qu'il faut savoir que le raisin lui-même coûte déjà 7 €, donc après faites le calcul, il ne reste plus grand chose. Ce qu'il faut préserver, c'est l'AOC, l'appellation champagne d'origine contrôlée. La qualité a un prix et il faut aussi que le consommateur s'en rende compte. Donc une période difficile pour ce secteur du champagne si essentiel pour la région Grand Est et la France. Pour se consoler, je ne vois qu'une solution, inviter Aude Kersulek, la grande spécialiste, grande chroniqueuse de TV Finance, à une coupe de champagne. Merci Aude pour cette analyse. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.